Bonjour. Donc moi je me présente, je m'appelle Laurent Debry et je suis chargé de projet chez Action Média Jeunes. Action Média Jeunes, c'est quoi? C'est une organisation de jeunesse qui fait de l'éducation aux médias. Et donc nous, notre public cible, entre guillemets, ce sont les jeunes de 5 à 35 ans, même si en l'état, nous ce qu'on fait plus au quotidien, c'est les 10-18. Et l'idée de ces 15 minutes qu'on va passer ensemble, c'est que je vais essayer de vous donner un peu quelques pistes et postures pédagogiques pour parler de l'éducation aux médias d'information, mais également aux enjeux de l'intelligence artificielle. Nous, vraiment, notre mission chez Action Média Jeunes, c'est par l'idée d'ateliers créatifs, rendre les jeunes plus critiques face aux médias qu'ils et elles consomment au quotidien. Et très souvent, on est appelé également pour notre expertise jeunesse et médias, si je puis dire, et on fait également des formations pour adultes. Alors, je vous montre une petite carte de la Belgique. C'est pour vous montrer en gros que nous, on est actifs sur ce que vous voyez en orange, donc sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on va dans les écoles, les maisons de jeunes, les centres spécialisés, bref, tous les endroits où il y a des jeunes. Et notre statut d'organisation de jeunesse implique que qu'on a comme mission de toucher les jeunes de 5 à 35 pour devenir des cracks. Et donc, des cracks, c'est l'acronyme de citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et nous, Action Média Jeunes, on est complémentaire à plein d'autres acteurs de l'éducation aux médias en Belgique. Donc, ça va du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, les centres de ressources, ou des acteurs de l'éducation permanente, ou même le monde universitaire. J'ai cru comprendre que Lucé Louvain venait cet après-midi d'ailleurs. Voilà, nous on est vraiment complémentaires dans toute l'offre belge. Et notre philosophie en éducation aux médias, c'est vrai, si elle pouvait se résumer, ce serait en 3 points. Et c'est principalement accompagner les jeunes dans leur découverte numérique et médiatique, essayer de les conscientiser aux opportunités aussi, mais également les risques qu'offrent tous ces outils, et les aider à développer une réflexion critique face aux médias pour favoriser des usages relativement avertis par rapport à tout ça. Et toute cette philo, elle se traduit en 5 axes. Euh, Premièrement, développer des ateliers et projets d'éducation aux médias innovants et adaptés aux usages médiatiques des jeunes. Ce qu'on a fait récemment, c'est on fait par exemple des stages sur les mangas, on fait des animations sur les influenceurs et influenceuses. Donc on essaie vraiment de partir des usages des jeunes pour faire des ateliers innovants. On essaye de rendre accessible l'éducation aux médias à des publics diversifiés. Donc un exemple, c'est par exemple l'année dernière, on a fait un grand projet avec un centre psy. Ça a été un projet long. On a rarement le temps de le faire, donc ça c'est chouette. Nous on est contents. Il y a également transmettre et permettre la réappropriation de l'éducation aux médias à tout encadrant jeunesse. L'année passée, on a également créé un jeu de rôle autour de la critique de l'info. Je vais pas en dire plus, je vous en parlerai en fin d'intervention. On encourage également l'expression de la jeunesse. Donc là, ça va être plus via des ateliers audiovisuels ou des ateliers radio, podcast, beaucoup aussi, où on s'intéresse à ça et puis on développe, on partage et valorise notre expertise en éducation aux médias. Là, par exemple, hier soir, je donnais une conférence dans une école pour tous les parents et la thématique était les jeunes et les réseaux. Quelques chiffres par rapport à nos activités. Par exemple, en 2022, on a réalisé 93 projets longs ou projets courts avec les jeunes. On a touché en tout 4697 jeunes. On a donné 21 formations d'adultes et 40 expertises. Maintenant, passons un peu au sujet qui nous intéresse plus grandement aujourd'hui. J'ai voulu vous épingler quelques points de tension et constats par rapport à l'éducation aux médias d'information. Déjà, il faut savoir que globalement, c'est quand même une demande importante post-confinement qu'on a eue, l'éducation aux médias d'info. Post-confinement, on a eu vraiment une tonne de demandes avec tout ce qui s'était passé autour de la pandémie. Depuis l'année passée, la guerre en Ukraine n'a pas aidé là-dessus aussi. Donc, on nous appelle souvent pour des animations autour des fake news, autour de la critique de l'info globalement. Et donc, pour nous, on est un peu, c'est un moment de tension. On ne sait pas si vraiment, si c'est pas une crainte des adultes parfois, si on n'est pas parfois dans une panique morale.
on est là en tant qu'acteur de terrain. Nous, on n'observe pas toujours des jeunes complètement désinformés. On a juste parfois l'impression que c'est une panique chez les adultes. Pour nous, même les jeunes sont globalement même surinformés via les réseaux sociaux. Euh, Ils exercent même parfois dans leur pratique quotidienne des critères qui pourraient s'apparenter à de la fiabilité de l'info, mais qui, selon nous, sont quand même à challenger. Je vous ai mis en évidence deux grands phénomènes que moi j'observe assez souvent. Le premier, c'est un petit jeu de mots que j'ai appelé ça le fast-checking, si vous voulez. C'est vérifier la fiabilité d'un article selon les commentaires du post en question. Donc là, ça ressort beaucoup des pratiques que j'entends des jeunes. Donc nous, à nous, animateurs et animatrices, de challenger, ça justement, d'aller se dire que ok, c'est déjà une première approche de fact-checking, mais qu'elle est incomplète, qu'il faut la compléter par d'autres moyens. Ou alors, parfois aussi, une méfiance par rapport au clickbait ou au piège à clic, si vous voulez. Je suis toujours étonné d'entendre des jeunes dire que globalement, quand il et elle voient du piège à clic, ils vont directement considérer l'information comme une fake news. Donc voilà, à nous de nuancer parfois le discours quand on fait des animations à ce sujet. Et également, par rapport aux intelligences artificielles, là, je vais donner un peu un constat de structure jeunesse qui fait des animations autour de la thématique. Voilà, nous, ce qui peut être parfois complexe, c'est notre manque de recul par rapport à tous ces enjeux. Le numérique change tous les jours, il y a toujours des nouveaux outils. Et même pour nous, professionnels du secteur, ça peut être parfois un peu fastidieux de se tenir à jour tous les jours et du coup de faire des animations sur mesure sur un sujet qui vient d'être installé que depuis un mois. Donc, alors qu'en plus, la demande est grandissante. Là, par exemple, l'année passée, ChatGPT a été un peu un raz-de-marée, en tout cas chez nous en Belgique. J'imagine que chez vous, ça a été de même, mais on a reçu plein de demandes à ce sujet et nous, on a dû vite se positionner par rapport à ça et éventuellement faire de la pédagogie autour de ça. C'est un peu dur de le faire dans un laps de temps super court. Et puis aussi, dans tout ce débat lié, par exemple, aux intelligences artificielles, c'est qu'on a tendance à mettre le focus vraiment que sur les enjeux de droit. Et enfin, en tout cas, nous, on trouve que qu'on a tendance parfois, du coup, à négliger les enjeux économiques. De nouveau, avec les intelligences artificielles présentes sur le numérique, on arrive toujours sur les mêmes problématiques. Ça reste des mastodontes du numérique, les GAFAM, qui arrivent avec leur modèle économique bien particulier, basé sur les données personnelles, qui arrivent à être un acteur incontournable. Et ça, on en parle moins dans la pédagogie autour des intelligences artificielles. Nous, on trouve que c'est une réflexion d'éducation aux médias intéressante. Puisqu'on parlait de ChatGPT, je vais maintenant, je vais passer dans la dernière partie de ma petite intervention pour proposer du coup des pistes pédagogiques. Je vous invite à lire un court texte d'une dizaine de pages. C'est de la collection Éclairage, donc du Conseil supérieur de l'éducation aux médias. On a participé à ce petit GT. Et donc, il en ressort quand même des choses relativement intéressantes par rapport à ChatGPT particulièrement. C'est il faudrait éventuellement en fait le considérer comme un outil parmi tant d'autres et voir par exemple les points positifs que peut avoir un ChatGPT. Ça peut être une aide à la création de contenu, ça peut le fait d'alléger des tâches répétitives, ça peut être avoir des nouvelles idées. On en parlait avec nos camarades suisses, mais ça peut être aussi une aide à la traduction. Voilà, il y a plein de pistes positives qui peuvent être utilisées. Mais il faut pas être utopique, il faut également avoir bien conscience des points négatifs. Donc, ne pas oublier qu'une intelligence artificielle comme ChatGPT, elle peut se tromper. Elle n'est pas forcément à jour. Il y a toujours la problématique des biais algorithmiques qui rentrent en jeu. Donc, c'est tout des choses à prendre en compte. Vous en parlez, mais il y a également un enjeu économique parfois négligé qui peut être intéressante d'être abordé avec les jeunes. On peut également s'interroger sur l'absence des sources dans ChatGPT. Une piste pédagogique avec les jeunes, ça peut être par exemple, OK, vous partez de telles réponses de ChatGPT, essayez d'aller trouver des sources qui pourraient corroborer le sujet ou le réfuter. Et puis, il y a une approche un peu plus philosophique, une implication éthique. Voilà, c'est des débats qu'on peut installer avec les jeunes. Est-ce que la machine va remplacer les robots? On peut faire un peu design fiction. Est-ce que dans 5 ans, dans 20 ans,
ou dans 30 ans, on n'aura que des médias régis par l'intelligence artificielle. Voilà toutes les pistes qui peuvent être intéressantes et positives finalement par rapport à un enjeu autour des intelligences artificielles. Pour ce qui est de la critique de l'info, je vous ai épinglé un outil qu'on a créé il y a de cela 3 ans, qui s'appelle Critique de l'info, l'outil ultime. Donc nous, c'est des animations qu'on fait souvent. Via le site ou via le QR code, vous avez accès à 5 parcours en critique de l'info. Et donc n'hésitez pas à aller voir. C'est pour l'idée d'apprendre à vérifier la provenance d'une info de façon systémique. On s'éloigne un peu du fact-checking. Je rejoins assez les remarques de tout à l'heure liées au fact-checking. Une autre approche peut aussi encourager les jeunes à être au cœur de leur apprentissage et ça peut passer par un jeu de rôle. Nous, l'année passée, on a créé un jeu de rôle autour de la fabrication de l'information. Et si vous voulez, les jeunes, en fait, là, pendant une partie qui dure 1 heure, par rapport à un sujet d'actu X ou Y, ils et elles doivent écrire un titre et un chapeau. Et donc, on les met vraiment dans la peau de journaliste et ça permet de comprendre un peu les logiques de fabrication de l'information. Et puis, dernière approche, là, sur un autre sujet, sur les algorithmes. On a également un autre outil qui est dispo en ligne. Et là, l'idée, c'est qu'on plonge les jeunes dans la peau d'ingénieurs de YouTube. En fait, ils sont invités à créer un algorithme de recommandation. Et ces algorithmes se basent sur 3 types de données. La première, la partie historique de navigation, la deuxième, des données publiques, et la troisième, notoriété. Et donc de là, ils doivent créer une formule mathématique pour avoir un classement et un référencement sur YouTube, sur un YouTube fictif. Donc bref, en conclusion, par rapport à ma question initiale, je dirais que globalement, nous, en tant qu'adultes, il faut quand même toujours essayer de ne pas céder aux discours anxiogènes liés aux médias et aux pratiques des jeunes. C'est relativement contre-productif et ça permet pas d'avoir même parfois un dialogue serein avec les jeunes. J'ai quand même beaucoup insisté, mais c'est également apporter un point d'attention au modèle économique de ces médias, des réseaux, des grands acteurs de l'intelligence artificielle. Et du coup, j'espère que vous l'avez compris, mais dans notre philosophie, on essaie toujours que les jeunes soient au cœur de l'apprentissage. Et donc, pourquoi pas inviter les jeunes à se mettre dans la peau d'eux afin de soit parfois développer de l'empathie pour un métier. Je citais notre jeu de rôle, c'est aussi pour comprendre un peu comment les journalistes fonctionnent. Et, euh, et donc, ça permet de vraiment mettre les jeunes au cœur de leur apprentissage et d'avoir un débrief plus riche après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Roxane, Oui. est-ce que nous avons une question en Zoom? Non. Alors, je vais prendre une question ici dans la Hmm. salle à l'UQAM pour Laurent Debry d'Action Média Jeunes en Belgique. Oui, Alain Devalpeau de Globe Reporter. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas parlé de l'équipe qui porte le projet. Ce sont des journalistes, il y a des enseignants. Non, Puis, non. Ouais. deuxième question, comment les relations se font avec le monde de l'école et notamment Oui, comment travaillez-vous avec les classes en primaire, peut-être en secondaire? oui, oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé au début. Nous, en fait, on est une équipe de 12. On est 8 chargés de projet. Et donc, on a une détachée pédagogique dans ces 8. Mais on n'est pas, voilà, on n'est pas journaliste. On est vraiment animateur, animatrice socioculturelle. On peut le dire comme ça. Et alors, la deuxième question, c'était le rapport aux écoles, hein, c'est bien ça? Oui, je vous vois hocher la tête, donc j'ai compris que oui. Le rapport avec l'école, c'est d'une part, on est quand même relativement tributaire des demandes des écoles. Dans nos missions, on doit à la fois toucher les écoles, mais également toucher le public non scolaire. Donc, en fait, nous, c'est toujours un numéro d'équilibriste, si je puis dire, qu'on doit trouver. C'est de ne pas trop privilégier les écoles et négliger les structures non scolaires. Donc ça va être un premier rapport. On reçoit beaucoup de demandes, énormément de demandes. Et parfois, nous, notre philosophie va un peu à l'encontre des paniques morales que peuvent avoir les écoles. Par exemple, ChatGPT, ça a été quand même un mini raz-de-marée chez nous en termes de demandes. La critique de l'info post-confinement et au début de la guerre en Ukraine, ça a été pareil.
Bref, en fait, c'est un peu ce que quand je disais qu'il ne fallait pas céder au discours anxiogène, parfois les écoles ont ça, quoi. J'ai en tête aussi nos animations réseaux sociaux qu'on fait à la fois dès la fin de primaire, donc à partir de 10 ans. En fait, généralement, les écoles vont nous dire, voilà, on aimerait des animations autour du cyberharcèlement et des dangers d'Internet. Là, du coup, à nous d'un peu de déconstruire le discours déjà au préalable, ne serait-ce qu'avec les adultes, et puis après faire déconstruire du coup les représentations des jeunes aussi par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, si Merci parfait. beaucoup en direct de la Belgique, Laurent Debry, Merci d'Action beaucoup. Média Jeune. Merci beaucoup.